Bernard Werber, L'ultime secret, première partie. Il avance délicatement sa dame. L'homme à lunettes d'écaille affronte l'ordinateur Deep Blue Cat dans la vaste salle feutrée du palais des festivals de Cannes pour le titre de champion du monde d'échecs. Sa main tremble. Il fouille fébrile sa poche. Il voulait s'arrêter de fumer. La tension est trop forte, tant pis. Une cigarette est portée à sa bouche. Une suave odeur de tabac caramélisé envahit sa gorge, sort par ses narines et s'exhale, effleurant les velours des rideaux, des fauteuils rouges, se répondant en nuages mordorés dans la salle, formant des volutes en anneaux qui se tordent doucement, en dessinant des 8 infinis. En face, l'ordinateur, imposant cube d'acier d'1 mètre de hauteur, est bouillant. Il s'en dégage une odeur d'ozone et de cuivre chaud qui filtre à travers sa grille d'aération. L'homme est pâle et épuisé. « Je dois gagner », pense-t-il. Sur plusieurs écrans géants, des caméras de télévision retransmettent en direct son visage émacié au regard fiévreux. Étrange spectacle que cette salle luxueuse où se tiennent près de 1200 personnes bouche bée, observant un homme qui ne dit rien, qui n'accomplit aucun geste, rien qu'un homme qui réfléchit. Sur la scène, du côté gauche, un fauteuil carmin où siège le joueur assis en tailleur. Au milieu, une table, un jeu d'échecs, une pendule de bakélite à 2 cadrans. Du côté droit, un bras mécanique articulé, relié par un câble à un gros cube argenté, marqué de l'inscription en lettres gothiques Deep Blue 4. Une petite caméra posée sur un trépied permet à l'ordinateur de voir l'échiquier. La pendule émet le seul bruit net. Tic-tac, tic-tac. Cela fait 1 semaine que cette confrontation dure, et il joue aujourd'hui depuis 6 heures. Nul ne sait plus si dehors il fait jour ou nuit. Soudain, un bourdonnement incongru. Une mouche a pénétré dans la salle. Ne pas se déconcentrer. L'homme est à égalité avec la machine. 3 parties gagnées pour chacun. Celui qui remportera celle-ci remportera le match. Il essuie la sueur qui perle sur son front et écrase son mégot. En face, le bras articulé se déploie. Le cavalier noir est déplacé par la main mécanique. Échec au roi, s'inscrit sur l'écran de Deep Blue 4. Rumeur dans la salle. Le doigt d'acier appuie ensuite sur le bouton de la pendule. Elle égrène ses secondes, rappelant à l'homme aux lunettes d'écaille qu'il lutte aussi contre le temps. Réfléchissant plus vite, l'ordinateur a pris une bonne avance. La mouche tournoie. Elle profite de l'immense plafond de la salle pour faire des loopings vertigineux qui la rapprochent chaque fois un peu plus de l'échiquier. L'homme entend la mouche. Restez concentré. Surtout restez bien concentré. La mouche revient. L'homme essaie de ne pas se laisser perturber. Bien regarder le jeu, l'échiquier, l'œil de l'humain. Derrière le nerf optique, l'aire visuelle du lobe occipital, le cortex. Dans la matière grise du joueur, c'est le branle-bas de combat. Des millions de neurones sont activés. Sur toute leur longueur, de minuscules décharges électriques fusent, puis lâchent leurs neuromédiateurs aux extrémités. Cela génère de la pensée rapide et intense. Des idées galopent, telles des centaines de fourmis, de souris affolées dans l'immense grenier labyrinthique de son cerveau. Comparaison de la situation actuelle des pièces à celle de parties passées. Victoire et défaite, inventaire des coups futurs probables. L'influx repart en sens inverse. Le cortex, la moelle épinière, le nerf du muscle du doigt, l'échiquier de bois. L'homme dégage son roi blanc. Ce dernier est temporairement sauvé. Deep Blue 4 resserre l'iris du diaphragme de sa caméra vidéo. Fonction analyse, démarrage, calcul. L'échiquier, l'objectif de la caméra vidéo de l'ordinateur. Derrière, le câble optique, la carte mère, la puce centrale. À l'intérieur de la puce informatique, une ville tentaculaire remplie de microscopiques avenues de cuivre, d'or et d'argent, au milieu de buildings en silicium. Les influx électriques circulent dans tous les sens comme des voitures pressées. La machine cherche à donner le plus vite possible des coups de grâce. Comparaison de la situation actuelle à des millions de fins de parties enregistrées. Après avoir testé et évalué tous les coups possibles, Deep Blue Cat indique son choix. Son bras mécanique déplace la tour noire pour boucher la dernière case de fuite du roi. Allumant de jouet. Tic-tac, tic-tac. La pendule soulève davantage le drapeau du temps. Vite, ce serait trop stupide de perdre la pendule. La mouche se pose carrément sur le jeu. Tic-tac, tic-tac, fait la pendule. Bzzz, profère insidieusement la mouche tout en se frottant les yeux avec ses pattes avant.
ne pas penser à la mouche. Sans évaluer complètement le coup, la main de Cher avance vers son roi, puis au dernier moment se ravise et joue autre chose, le fou. D'un geste preste, l'homme soulève la pièce et écrase la mouche posée sur une case blanche. Le doigt appuie ensuite sur la pendule pour relancer le coup dans le camp adverse. À quelques secondes près, le drapeau à l'échoir. Le silence devient oppressant. Les deux ventricules du cœur de l'homme battent de manière saccadée. Comme au ralenti, ses poumons soufflent une sphère d'air dans les cordes vocales. Sa bouche s'ouvre, le temps s'arrête. Échec et mat, lâche-t-il. Rumeur dans la salle. L'ordinateur vérifie qu'il n'existe plus d'échappatoire, puis délicatement le bras d'acier saisit son roi et le couche sur le côté, en signe de résignation. Dans la salle du palais des festivals de Cannes, une immense ovation s'élève, suivie d'applaudissements frénétiques. Samuel Fincher vient de vaincre l'ordinateur Deep Blue Cat, qui détenait jusque-là le titre de champion du monde d'échecs. Ses paupières s'abaissent pour le calmer. Quand ses paupières remontent, Samuel Fincher aperçoit devant lui une vingtaine de journalistes. Ils se sont précipités pour lui tendre des micros et des magnétophones. « Docteur Fincher, s'il vous plaît !» Déjà, l'organisateur du match leur fait signe de retourner à leur place. Il annonce que Fincher va prendre la parole. Un groupe d'ingénieurs vient débrancher Deep Blue Cat, qui, après avoir fait clignoter quelques diodes, cesse de ronronner et s'éteint. Le joueur monte sur l'estrade derrière un pupitre placé sur le côté droit. Les applaudissements redoublent. « Merci, merci » dit Samuel Fincher, levant les mains en geste d'apaisement. La demande provoque l'effet contraire. Les acclamations s'amplifient et après une première vague d'applaudissements chaotiques, tout le monde se rejoint dans un rythme binaire pour applaudir à l'unisson. Le joueur patiente en s'essuyant le front avec un mouchoir blanc. « Merci » Enfin, les applaudissements commencent à décroître. « Si vous saviez comme je suis heureux d'avoir remporté ce match. Oh bon sang, si vous saviez comme je suis heureux. Ma victoire, je la dois à un ressort secret. » La salle est attentive. Théoriquement, un ordinateur est toujours plus fort qu'un homme, parce que l'ordinateur n'a pas d'état d'âme. Après un coup gagnant, l'ordinateur n'est ni joyeux, ni fier. Après un coup raté, il n'est ni déprimé, ni déçu. L'ordinateur ne possède pas d'ego. Il n'éprouve pas de rage de vaincre. Il ne se remet pas en question. Il n'en veut même pas personnellement à son adversaire. L'ordinateur est toujours concentré. Il joue toujours au mieux de ses possibilités, sans tenir compte des coups passés. Voilà pourquoi les ordinateurs de jeux d'échecs battent systématiquement les humains, tout du moins jusqu'à aujourd'hui. Le docteur Fincher sourit, comme gêné d'énoncer une vérité aussi simple. L'ordinateur n'a pas d'état d'âme, mais il n'a pas de motivation non plus. Deep Blue Cat savait qu'il ne bénéficierait pas d'un surplus d'électricité ou de logiciel s'il gagnait. Quelques rires fusent dans la salle. Il n'avait pas peur d'être débranché s'il perdait, alors que moi, j'étais motivé. Je voulais venger la défaite du champion Leonid Kaminsky, qui, ici même l'année dernière, alors qu'il affrontait Deep Blue 3 et encore avant. Je voulais venger Garry Kasparov, battu à New York par Deeper Blue en 97. Car je considère ces revers comme autant d'affronts, non seulement pour ces joueurs, mais pour toute l'espèce humaine. Samuel Fincher essuie ses lunettes avec son mouchoir, les rehausse et fixe le public. J'avais peur d'être obligé de reconnaître que désormais, nous nous montrions, nous humains, toujours moins intelligents aux échecs que les machines. Mais un homme motivé n'a pas de limite. C'est parce qu'il était motivé qu'Ulysse a traversé la Méditerranée, affrontant 1000 périls. C'est parce qu'il était motivé que Christophe Colomb a traversé l'Atlantique. C'est parce qu'il était motivé qu'Armstrong a franchi l'espace pour gagner la Lune. L'humanité sera condamnée le jour où les humains n'auront plus envie de se surpasser. Aussi, vous tous qui m'écoutez, posez-vous cette question. Mais au fait, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin pour entreprendre des choses? Qu'est-ce qui me donne envie de faire des efforts? Qu'est-ce qui me pousse à agir? Le docteur Samuel Fincher balaye la salle de son regard exténué. Quelle est votre motivation principale dans la vie? Voilà peut-être la question la plus importante. Il baisse les yeux comme pour s'excuser de s'être exprimé avec tant de véhémence. Merci de votre attention. Il descend de l'estrade et traverse une foule dense qui se range en une haie d'honneur, tandis qu'il rejoint sa fiancée, Natasha Andersen. Après un dernier salut au public, le couple s'engouffre dans une voiture de sport noire et s'enfuit dans une volute de poussière devenue stroboscopique sous le crépitement des appareils photo. Le soir même, le docteur Samuel Fincher est retrouvé mort dans sa villa du Cap d'Antibes. La nouvelle est annoncée au journal télévisé de minuit.
La caméra dévoile les lieux du décès, tandis qu'on entend en voix off le journaliste. Le drame s'est déroulé quelques heures après sa victoire au championnat du monde d'échecs. La caméra balaye la luxueuse entrée et le salon. Cette affaire est d'autant plus mystérieuse que les enquêteurs n'ont constaté aucune trace d'effraction. La caméra s'attarde sur les éléments de la pièce, meubles et objets d'art. On remarque plusieurs tableaux de Dali et des sculptures représentant des philosophes de la Grèce antique. La victime ne présente pas la moindre blessure. La porte de la salle de bain s'ouvre et Natasha Andersen apparaît entre deux policiers. Elle dissimule son visage du mieux qu'elle peut pour ne pas être filmée. Même sans maquillage, elle conserve dans ces instants terribles une grâce rare. Un homme en complet vert apparaît, donnant des directives aux policiers qui envahissent la villa. Le journaliste l'interroge. « Commissaire, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?»« Nous avons été avertis du décès il y a à peine une heure. Qui vous a appelé ? Mademoiselle Andersen. Qui a provoqué sa mort ? Mademoiselle Andersen. Vous plaisantez ? Elle prétend qu'elle l'a tué en faisant l'amour. Le commissaire a un geste d'impatience. L'enquête est en cours. Nous vous apporterons plus d'informations dès que nous aurons les résultats des examens du médecin légiste. Merci de dégager le passage. Le journaliste retrace brièvement la carrière du docteur Samuel Fincher. Neuropsychiatre, diplômé de l'université de médecine de Nice, il s'est vite élevé dans la hiérarchie des hôpitaux. On lui a confié à 42 ans la direction de l'hôpital Sainte-Marguerite, situé sur l'une des îles de l'Airain. Là, il a agrandi les bâtiments et instauré les règles d'une nouvelle psychiatrie qui ont fait l'objet de controverses virulentes de la part de ses pairs, notamment parisiens. Alors que la plupart des grands joueurs d'échecs ont débuté dès leur prime enfance, ce joueur tardif est devenu en un an maître puis grand maître d'échecs. Il y a 3 mois, Samuel Fincher a vaincu le champion Leonid Kaminsky et a enchaîné avec la victoire de ce jour sur Deep Blue Cat, qui a rendu aux humains le titre envié de meilleur joueur d'échecs du monde. Sont alors rediffusées des images du match qui s'est déroulé le jour même et des extraits du discours du gagnant. Le journaliste rappelle ensuite la carrière de Natasha Andersen, top modèle danois. Après 2 mariages tumultueux avec un tennisman puis un acteur, elle était devenue la fiancée du neuropsychiatre surdoué des échecs. Le journaliste conclut sur une phrase qui paraît avoir mûrement réfléchi. Est-il possible que celle qu'on a surnommée les plus belles jambes du monde ait vaincu le meilleur cerveau du monde ? Si cette étrange hypothèse se confirmait, ce serait en tout cas une singulière mort d'amour. La caméra suit précipitamment le brancard qui descend vers l'ambulance. Le journaliste, profitant de la confusion, soulève la couverture pour dévoiler le visage de la victime. Zoom rapide sur le visage du défunt. Les traits du docteur Samuel Fincher présentent tous les signes de l'extase absolue. Mort d'amour. À 954,6 km de là, le son et l'image sont réceptionnés par une antenne parabolique. L'antenne achemine les signaux jusqu'à un écran de téléviseur. Une oreille et un œil châtain en sont les derniers récepteurs. Un doigt presse le bouton d'arrêt du magnétoscope. Le journal des actualités de minuit vient d'être enregistré. Le possesseur du doigt reste un moment à digérer ce qu'il vient de voir et d'entendre. Puis il saisit d'une main un vieil agenda, de l'autre un combiné téléphonique et compose nerveusement un numéro. Il hésite, raccroche, puis saisit son pardessus. Il sort. La pluie s'est mise à tomber et la nuit se fait froide. Il marche vers les lumières d'une avenue. Une voiture surmontée d'une inscription lumineuse s'approche doucement. « Taxi !» Les essuie-glaces raclent bruyamment le pare-brise. Un immense nuage noir déverse des gouttes d'eau grosses comme des balles de ping-pong qui ne rebondissent pas et s'écrasent lourdement sur les pavés. L'homme se fait déposer devant une maison de Montmartre, fouetté par des rafales de vent humide. Il vérifie l'adresse. Il grimpe les étages, débouche sur un palier. Derrière la porte, il perçoit un bruit de punching ball et une musique syncopée. Il appuie sur la sonnette surmontée du nom Lucrèce Nemrod. Au bout d'un moment, la musique s'arrête. Il entend des pas, des serrures qui se déverrouillent. Le visage d'une jeune fille en sueur apparaît dans l'entrebâillement. « Isidore Katzenberg !» Elle le contemple, surprise. Une mare entoure ses chaussures. « Bonsoir Lucrèce, puis-je entrer ?» Elle note toujours pas la chaînette, continuant à le fixer comme si elle n'en revenait pas de cette visite tardive. « Puis-je entrer ?» répète-t-il. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Elle a l'air d'une souris. « Vous me voyez. Il me semble qu'on se tutoyait la dernière fois. » La dernière fois, comme vous dites, c'était il y a 3 ans. Et depuis, je n'ai eu aucune de vos nouvelles. Nous sommes redevenus des étrangers l'un pour l'autre, donc on se vous voit. C'est à quel sujet ? Un travail.
Elle hésite, puis consent à dégager enfin sa chaînette de sécurité et invite l'homme à rentrer. Elle referme la porte derrière lui. Il accroche son pardessus mouillé à la patère. Isidore Katzenberg examine avec intérêt l'appartement. Il a toujours été amusé par la diversité des centres d'intérêt de la jeune journaliste scientifique. Il y a des posters de films au mur, en général des films d'action américains ou chinois. Le punching ball occupe le centre du salon, à côté d'une table basse jonchée de revues féminines. Il s'assoit dans le fauteuil. « Je suis vraiment surprise par votre visite. J'ai conservé un excellent souvenir de notre enquête sur les origines de l'humanité. » Lucrèce hoche la tête. « Je vois. Moi non plus, je n'ai pas oublié. » Des images furtives de leur précédente enquête en Tanzanie sur les traces du premier homme ressurgissent dans sa mémoire. Elle l'observe avec plus d'attention. 1,95 m, plus de 100 kg, un géant maladroit. Il semble avoir un peu maigri. Quelque chose le préoccupe. Il a dû se faire violence pour venir ici. Il relève ses fines lunettes dorées et la scrute lui aussi avec attention. Avec ses longs cheveux roux ondulés, retenus par un ruban de velours noir, ses yeux verts émeraude en amande, ses petites fossettes et son menton pointu, elle est comme une de ces beautés évanescentes des tableaux de Léonard de Vinci. Il la trouve mignonne, pas belle, mignonne, peut-être l'âge, 3 ans au passé. Elle avait 25 ans lors de leur dernière enquête. À présent, elle doit donc en avoir 28. Elle a changé. Elle est moins garçon manqué et plus jeune fille, pas encore femme. Elle porte une petite veste chinoise de soie noire à col Mao qui cache son cou mais dévoile l'arrondi de ses épaules. Sur tout le dos de la veste, un tigre rouge se déploie. Alors, quel genre de travail me proposez-vous ? Isidore Katzenberg cherche quelque chose dans la pièce. Il repère le magnétoscope, se lève, introduit dans la fente la cassette qu'il tenait à la main et appuie sur la touche lecture. Ensemble, ils revoient le compte-rendu de la mort de Fincher, telle qu'elle a été annoncée aux dernières actualités télévisées. La cassette parvient en bout de course et affiche une pluie brillante, assez similaire à la météo de la rue. « C'est pour me montrer les informations que vous venez me déranger à 1h du matin. Selon moi, on ne peut pas mourir d'amour. » Je reconnais bien là votre manque de romantisme, mon cher Isidore. Au contraire, je prétends que l'amour ne tue pas, il sauve. Elle réfléchit. Finalement, je trouve ça très beau, ce type mort d'amour. J'aimerais bien un jour tuer un homme de plaisir. Le crime parfait dans le bon sens du terme. Si ce n'est qu'à mon avis, il ne s'agit pas d'un crime, mais d'un assassinat. C'est quoi la différence ? L'assassinat est prémédité. Ils toussent. Vous vous êtes enrhumé ? Demande-t-elle. Ce doit être à cause de la pluie. Je vais vous faire un thé à la bergamote avec un peu de miel. Elle met la bouilloire à chauffer, et se frictionne, et s'ébroue. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est prémédité ? Le docteur Samuel Fincher n'est pas le premier mort d'amour. En 1899, le président de la République française, Félix Faure, a été retrouvé mort dans une maison de passe. Pour l'anecdote, on rapporte que les inspecteurs, en arrivant, ont demandé à la mère Macrel « Il a encore sa connaissance ?» Elle aurait répondu « Non, elle s'est sauvée par la porte de derrière. » Lucrèce ne sourit pas. Où voulez-vous en venir ? La police a gardé l'affaire secrète, racontant simplement que le président était décédé d'une crise cardiaque. Ce n'est que bien plus tard que l'affaire a fini par s'ébruiter, hors des commissariats. Le côté salace de la mort de Félix Faure a empêché une véritable enquête, mourir en plein ébat dans une maison de passe. Cela fait ricaner. Du coup, personne n'a analysé cette affaire sérieusement. Sauf vous. Juste par curiosité, j'avais choisi cette affaire comme sujet de thèse de criminologie quand j'étais étudiant. J'ai retrouvé des documents, des témoignages. J'ai découvert un mobile. Félix Faure avait lancé une campagne anticorruption au sein même de ses services secrets. Lucrèce Nemrod brandit sa bouilloire et remplit de bois de thé parfumé. Natacha Andersen a avoué avoir tué Samuel Fincher, si je ne m'abuse. Isidore se brûle la langue en essayant d'avaler trop vite son thé, puis il se met à souffler dessus. Elle croit l'avoir tué. Pour se donner une contenance, Isidore Katzenberg réclame une cuillère et se met à la tourner frénétiquement, comme s'il voulait refroidir son thé par effet toupie. Et vous allez voir, elle sera désormais très courtisée. Masochisme ? Demande Lucrèce, en aspirant une gorgée de son breuvage brûlant, sans montrer la moindre gêne. Curiosité, fascination pour le mélange, Eros, le dieu de l'amour, et Thanatos, le dieu de la mort. Et puis l'archétype de l'amante religieuse est fort. Vous n'avez jamais vu de ces insectes femelles qui tuent leurs géniteurs en leur arrachant la tête durant l'acte ? Cela nous fascine parce qu'il nous rappelle quelque chose de très profondément inscrit en nous. La peur de la mort ? Disons, l'amour associé à la mort.
Elle termine d'un trait sa tasse de thé encore brûlant. « Qu'attendez-vous de moi, Isidore ? Je voudrais que nous travaillions à nouveau en tandem. On enquêterait sur l'assassinat du docteur Samuel Fincher. À mon sens, il faut poursuivre les investigations sur le sujet du cerveau. » Lucrèce Nemrod place ses petits pieds sous ses fesses pour se blottir au creux du divan et repose sa tasse vide. « Le cerveau ?» répète-t-elle rêveuse. « Oui, le cerveau, c'est la clé de cette enquête. La victime n'était-elle pas précisément le meilleur cerveau du monde ? Et puis il y a ça, regardez. » Il s'approche du magnétoscope, rembobine la cassette pour revenir au discours. « Ma victoire, je la dois à un ressort secret. » Isidore Kanstenberg abandonne sa tasse toujours pleine sur le poste de télévision et fait un arrêt sur image. Là, regardez comme son œil brille davantage quand il prononce le mot « motivation ». Étonnant, n'est-ce pas ? Comme s'il voulait nous donner une indication, la motivation. D'ailleurs, je vous pose la question, c'est quoi votre motivation, Lucrèce, dans la vie ? Elle ne répond pas. Allez-vous m'aider ? Demande-t-il. Elle récupère la tasse de thé de son invité sur le téléviseur et va la ranger dans l'évier. Non. Dans un même élan, elle décroche le chapeau, encore humide d'Isidore, son par-dessus, puis se dirige vers le magnétoscope pour en sortir la cassette. Je ne crois pas là qu'il s'agisse d'un assassinat. C'est un simple accident, une crise cardiaque due au surmenage et au stress du championnat. Quant aux troubles du cerveau, c'est vous qui en souffrez, et cette maladie porte un nom, mythomanie. Ça se soigne. Il suffit d'arrêter de voir du fantastique partout et de prendre la réalité telle qu'elle est. Sur ce, merci d'être passé. Il se lève lentement, surpris et déçu. Soudain, elle s'immobilise, comme tétanisée, et plaque sa main contre sa joue. « Vous avez un problème ?» Lucrèce Nemrod ne répond pas. Le visage convulsé, elle se tient la mâchoire à deux mains. « Vite, vite, une aspirine !» gémit-elle. Isidore fonce dans la salle de bain, fouille dans l'armoire à pharmacie, trouve le tube blanc et en tire un cachet qu'il apporte avec un verre d'eau. Elle l'avale goulûment. « Encore un autre, vite, vite !» Il obtempère. Peu après, le signal de la douleur est anesthésié par le produit chimique. Son air cesse d'irradier ses tempes. Doucement, Lutèce se reprend. Elle respire amplement. « Fichez le camp, vous ne voyez pas, je me suis fait arracher une dent de sagesse avant-hier. J'ai mal, très mal, je veux être seule. Je déteste qu'on me voie faible, qu'il s'en aille. Partez, partez !» Isidore recule. « Bien, je crois que vous venez de découvrir la première motivation de nos actes, faire cesser la douleur. » Elle lui claque la porte au nez. C'est la réunion du mardi de l'hebdomadaire Le Guetteur Moderne. Tous les journalistes sont réunis dans le bureau central Très Design. Chacun, à tour de rôle, doit proposer ses sujets pour les semaines à venir. Et Christiane Thénardier, la chef du service société, les écoute dans son large fauteuil de cuir. « On fait vite, dit-elle en passant la main dans ses cheveux blonds décolorés. De gauche à droite, chaque journaliste expose sa proposition de sujet. Le responsable de la rubrique Éducation suggère un article sur l'analphabétisme. On serait passé en 10 ans de 7% de la population qui ne sait ni lire ni écrire à 10%. Et ce chiffre qui est en croissance exponentielle. Sujet accepté. Pour la rubrique Écologie, la journaliste Clotilde Plancaoët propose un article sur les méfaits des antennes de téléphone portable, lesquelles émettent des ondes nuisibles. Sujet refusé. L'un des actionnaires du journal étant précisément un fournisseur de réseaux téléphoniques. Il est hors de question d'en dire du mal. Un sujet sur la pollution des rivières par les engrais ? Refusé, trop technique. La journaliste n'a pas d'autre sujet en réserve et dépitée, elle préfère sortir. Suivant, lance Christiane Thénardier négligemment. Pour la rubrique Science, Franck Gauthier propose un article destiné à dénoncer ceux qu'il nomme les charlatans de l'homéopathie. Il explique qu'il compte également régler leur compte aux acupuncteurs. Sujet accepté. Tiens, Lucrèce, ça va mieux tes dents de sagesse, chuchote Franck Gauthier en voyant sa collègue de la rubrique Science s'asseoir à côté de lui. Je suis allée chez le coiffeur, du coup ça devient insupportable, murmure-t-elle. Gauthier regarde avec étonnement sa collègue, le coiffeur. Lucrèce se dit que les hommes ne comprendront jamais rien à la psychologie féminine. Elle ne se donne donc pas la peine d'expliquer qu'aller chez le coiffeur ou acheter de nouvelles chaussures est le meilleur moyen pour une femme de se remonter le moral et donc tout le système immunitaire. Arrive le tour de Lucrèce Nemrod. La jeune journaliste scientifique a prévu plusieurs sujets. Elle présente d'abord la vache folle, déjà fait. La fièvre afteuse, ce sont quand même des milliers de moutons qu'on massacre pour faire des économies de vaccins. On s'en fiche. Un sujet sur le sida, il y a encore des millions de morts et depuis la trithérapie, plus personne n'en parle. Justement, c'est plus à la mode. La communication olfactive des plantes, on s'est aperçu que certains arbres percevaient la destruction de cellules à côté d'eux. Donc un arbre sent quand il se passe un crime à côté de lui. Trop technique.
Le suicide des jeunes, il y en a eu 12 000 cette année, sans parler de 140 000 tentatives. Une association s'est créée pour aider les gens à se suicider. Elle s'appelle Exit, trop morbide. Inquiétude. Sur son carnet, il ne reste plus d'idées. Tous les journalistes la regardent. La Thénardier semble amusée. Les grands yeux verts en amande de la journaliste s'assombrissent. J'ai trébuché, Clotilde est partie, la place de souffre-douleur est vacante. Ça ne sert plus à rien d'égriner des sujets. Maintenant, elle dira non à tout. Rien que pour me faire craquer. La seule manière de m'en tirer, rester professionnel. Ne pas prendre ses regrets comme quelque chose de personnel. Trouver un sujet qui la force à dire oui. Je n'ai plus qu'une carte à abattre, la dernière. Le cerveau, propose-t-elle. Quoi, le cerveau? Répond sa supérieure hiérarchique en farfouillant dans son sac à main. Un article sur le fonctionnement du cerveau comme un simple organe parvient à fabriquer de la pensée. Un peu vaste, il faudrait trouver un angle. La mort du docteur Fincher. Les échecs, tout le monde s'en fiche. Ce Fincher était un surdoué, un explorateur qui a toujours essayé de comprendre comment fonctionne l'intérieur de notre crâne. Le chef de service prend son sac et d'un coup le retourne sur son bureau, amoncelant un tas d'objets hétéroclites, allant du rouge à lèvres au téléphone portable, en passant par un chéquier, un stylo, des clés, une petite bombe lacrymogène, des médicaments en vrac. La jeune journaliste poursuit son argumentaire, considérant que tant qu'on ne lui a pas dit non, le oui est possible. L'ascension de Samuel Fincher dans le monde des échecs a été fulgurante. Toutes les télévisions du monde ont retransmis l'événement. Et puis, tac, il meurt le soir même de sa victoire dans les bras du top modèle Natasha Andersen. Pas d'effraction, pas de blessure. Cause apparente de la mort, la jouissance. La chef du service société trouve enfin ce qu'elle cherche, un cigare. Elle le dégage de son étui de cellophane et le hume. Ouais. Natasha Andersen, c'est ce superbe mannequin blond aux jambes interminables et aux grands yeux bleus qui a fait la couverture de Belle la semaine dernière. Est-ce qu'on a des photos d'elle déshabillée? Olaf Nilsson, le directeur artistique qui jusque-là griffonnait sur un cahier, se réveille. Non. Malgré sa réputation sulfureuse, ou peut-être justement à cause d'elle, elle n'a jamais voulu poser nue, seulement en maillot. Au mieux, disons, en maillot mouillé. Christiane Thénardier tranche le bout de son cigare à l'aide d'une petite guillotine, mâchouille l'extrémité et crache un bout marron dans sa poubelle. C'est regrettable. Et en retouchant le maillot à l'ordinateur, on aurait un procès sur les bras, assure le spécialiste. Or, si je ne m'abuse, les nouvelles directives du journal sont surtout pas de procès. On a déjà perdu beaucoup d'argent. Bon, alors la photo en maillot la plus dénudée possible. Maillot mouillé avec un peu de transparence. On devrait pouvoir dénicher ça. Christiane Thénardier pointe son cigare vers Lucrèce. Ouais, le cerveau, finalement, c'est peut-être une bonne idée. Ça devrait pouvoir se vendre. Mais il faudrait axer votre article sur ce qui intéresse les gens. Des anecdotes, des trucs pratiques. Par exemple, les mécaniques chimiques. De ce qui se passe dans le cerveau durant l'amour. Je ne sais pas, moi, les hormones, l'orgasme. Lucrèce note les recommandations sur son calepin comme s'il s'agissait d'une liste de courses à faire. On pourrait aussi parler des trous de mémoire. Ça serait plutôt pour notre public plus âgé. On n'aura qu'à rajouter un petit test pratique pour vérifier si on doit consulter un médecin. Vous pourrez me dégoter ça, Olaf? Une image compliquée, puis un questionnaire test sur l'image. On a des photos de ce Fincher. Le directeur artistique hoche la tête. Parfait. Comment pourrait-on appeler le dossier? Disons les problèmes du cerveau? Non, mieux. Les mystères du cerveau? Ouais, on pourrait titrer ça les mystères du cerveau. Ou révélations sur les derniers mystères du cerveau. Et avec la photo de Natasha Andersen à moitié nue et un échiquier par transparence. Ça peut faire une couverture qui accroche. Lucrèce est soulagée. Ça a marché. Merci Isidore. Maintenant, il faut ferrer la prise. Pas de gestes brusques, mais occuper le terrain. Sinon, elle va donner le sujet à Gauthier. Le docteur Samuel Fincher et Natasha Andersen habitaient sur la côte d'Azur à Cannes. Il serait peut-être judicieux que j'aille enquêter là-bas, dit la jeune journaliste. La Thénardier prend un air un peu plus circonspect. Vous savez bien que dans le cadre des restrictions budgétaires, nous nous efforçons de réaliser tous les reportages à Paris. La chef de rubrique fixe sans aménité la jeune journaliste scientifique. Mais bon, remarquez, si le sujet fait la une, on fera peut-être une exception. Soyons clairs, pour les notes de frais, pas d'excès. Et veillez à faire inscrire chaque fois la TVA. Les deux femmes se défient du regard. Lucrèce n'a plus la prunelle qui brille. La Thénardier respecte ceux qui lui tiennent tête. Elle méprise ceux qui s'inclinent devant elle. Est-ce que je peux me faire aider d'un freelance demande Lucrèce Nemrod. Qui? Castenberg, signale-t-elle de relevant la tête. Il existe encore celui-là? S'étonne la chef de rubrique. La Thénardier écrase lentement son cigare. Je n'aime pas ce type. Il ne joue pas le jeu. Il est trop solitaire, trop prétentieux.
Le qualificatif exact, c'est arrogant, avec ses petits airs supérieurs de « mon monsieur, je sais tout ». Il m'énerve. Vous savez que c'est moi qui l'ai fait virer de ce service. Lucrèce connaît par cœur l'histoire d'Isidore Kastenberg. Ancien policier, expert en criminologie, il s'était fait montrer un virtuose des analyses d'indices. Il avait essayé d'accorder davantage d'importance à la science dans les enquêtes policières, mais ses chefs l'avaient jugé trop indépendant et avaient peu à peu cessé de lui confier des affaires. Isidore Kastenberg s'était alors reconverti dans le journalisme scientifique, en mettant sa connaissance des techniques d'investigation policière au service de ses enquêtes journalistiques. Le lectorat du Guetteur moderne avait fini par l'apprécier tout particulièrement, d'où son surnom, donné par un courrier des lecteurs de Sherlock Holmes scientifique. Repris ensuite par ses collègues, mais un jour, il avait été surpris par un attentat terroriste aveugle dans le métro parisien. Il s'en était tiré de justesse parmi les corps démembrés. Dès lors, il s'était voué à une croisade personnelle contre la violence. Il ne voulait plus écrire sur autre chose. Isidore Kastenberg s'était alors replié sur sa tanière. Seul, il avait entrepris une étrange quête, penser le futur de l'humanité. Il avait donc tracé sur une feuille large comme un mur une arborescence simulant tous les futurs possibles. Sur chaque branche, il avait inscrit un « si ». Si l'on choisit de privilégier la société de loisirs, si les grandes puissances entrent en guerre, si l'on choisit de privilégier le libéralisme, le socialisme, le robotisme, la conquête spatiale, la religion, etc. Racines, troncs, branches, représentés dans l'ordre, le passé, le présent et le futur de l'espèce. Dans cet arbre des possibles, il prétendait chercher la VMV, la voie de la moindre violence, en analysant tous les avenirs probables pour ses congénères. Lucrèce tient bon. Isidore Kastenberg est encore très apprécié par nos lecteurs. C'est un nom associé aux enquêtes approfondies du journal, il me semble. Non, nos lecteurs l'ont oublié. Un journaliste qui ne publie pas pendant plus d'1 an n'existe plus. Nous produisons un art éphémère, ma chère. Et puis, vous savez, votre Isidore a été un peu commotionné par son attentat dans le métro. À mon avis, sa tête en a été affectée. La Thénardier le craint. J'y tiens, articule Lucrèce. Les sourcils se lèvent d'étonnement. Et moi, je vous dis que je n'en veux pas de votre Kastenberg. Si vous voulez faire l'enquête à 2, allez-y avec Gauthier, c'est votre partenaire logique. Gauthier hoche la tête. Dans ce cas, je préfère démissionner, annonce Lucrèce. Surprise dans l'assistance. La Thénardier lève le sourcil. Vous vous prenez pour qui, mademoiselle Nemrod ? Votre statut ici ne vous autorise même pas à démissionner. Vous n'êtes qu'une pigiste, c'est-à-dire rien. Le regard de Lucrèce se fige. Le trou laissé par sa dent de sagesse arrachée émet une douleur lancinante. Faisant appel à sa volonté, elle tente de la maîtriser. Pas maintenant, la dent, pas maintenant. Je crois qu'on s'est tout dit. Lucrèce se lève en rangeant ses papiers. Ma bouche ne doit pas grimacer. La Thénardier la regarde différemment. De la surprise plus que de la colère marque son visage. Lucrèce se sent comme une petite souris qui aurait tiré les moustaches d'une lionne et qui continuerait à la braver. Ce n'est pas très intelligent, mais c'est amusant. J'aurais eu le plaisir de faire ça au moins une fois dans ma vie. Attendez, lance la Thénardier. Ne pas se retourner. Dites donc, vous montez vite en mayonnaise, vous ? Ce n'est pas pour me déplaire. J'étais un peu comme ça, moi aussi, quand j'étais plus jeune. Revenez. S'asseoir gentiment, ne pas laisser entrevoir sa satisfaction. Bon, si vous y tenez tant, vous pouvez vous faire aider par Kastenberg, mais que ce soit bien clair, pas de note de frais pour lui, et aucune mention de son nom dans l'article. Il vous aidera à enquêter, mais il n'écrira pas. Est-ce que vous croyez que dans ces conditions, il acceptera ? Il acceptera, je le connais. Il ne fait pas ça pour la gloire ni pour l'argent. Vous savez, pour lui, l'unique question importante, la seule qui l'obnubile actuellement, c'est qui a tué Fincher ?